Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour, une nouvelle femme. Et aujourd'hui, on va voir Lisa. Salut Lisa. Bonjour à tous et toutes. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Raconte-nous un petit peu ton parcours, ce que tu fais et comment tout ça, ça t'est venu. Donc, je suis italienne et je suis arrivée en France en 2007. Je suis arrivée pour une proposition de travail dans le management, donc que j'ai accepté et j'ai travaillé dans ce domaine pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, j'étais contente, j'avais appris plein de choses, mais je sentais que je n'étais pas complètement réalisée. J'avais pas encore complètement cette sensation de satisfaction de mes journées et d'être pleinement remplie et rayonnante. Donc, j'ai commencé d'abord à faire un bilan de compétences. Et grâce à ces bilans de compétences, j'ai déjà commencé à prendre conscience un peu de mes qualités et de ce qui me plaisait faire et qui pouvait être aussi utile aux autres. Donc déjà, j'ai commencé à comprendre cette partie, ces côtés humains d'écoute, de communication. Par contre, tout de suite, je n'ai pas réussi à mettre ça en pratique, à trouver un chemin dans lequel, disons, dans lequel reproduire un peu et pouvoir utiliser ces compétences. Donc, je n'ai pas bougé, j'ai continué à rester dans le travail dans lequel j'étais. Sauf qu'après, disons que la vie m'a mis devant un événement très, très puissant, donc pour lequel je n'ai plus eu le choix. Donc, j'ai eu une grosse rupture sentimentale qui m'a fait un gros blackout. Et en même temps, j'ai eu les deux ménisques fissurés, fendus. Donc, en fait, je ne pouvais plus pratiquer ma passion, qui était la capoeira. Disons qu'à l'époque, dès que j'étais stressée, dès que j'avais un problème, je faisais de la capoeira et je me relaxais, ça me changeait les idées. Mais à ce moment-là, la vie, elle m'a dit vraiment, il faut s'arrêter. Là, tu ne peux pas continuer comme ça. Ah, Je ça vais pouvait pas t'enlever, être super, hein? je vais t'enlever même la capoeira. Comme ça, tu vas vraiment te concentrer sur ce que tu dois faire. Et donc, j'ai eu un blackout total, donc un peu la rupture, parce que c'était une histoire sur laquelle j'avais quand même fait beaucoup de projections. Un peu, j'avais plus ma passion. Donc, j'ai dû vraiment prendre du recul sur tout, sur ma vie, sur ce que je voulais, sur quels étaient mes objectifs. Donc, j'ai fait un coaching. J'ai pris un peu conscience de tous mes objectifs du point de vue de la santé, du point de vue de mes rythmes de vie, parce que j'avais quand même une vie du coup très, très, très remplie. J'avais jamais le temps de rien faire pour moi, de prendre soin de moi et tout ça. Donc, j'ai mis des objectifs dans ce sens-là. Et dans le domaine du travail, c'est vrai que j'étais satisfaite, mais il y avait plein de choses qui n'étaient pas cohérentes avec ma vraie manière d'être. Donc, j'ai commencé à identifier quelles étaient mes croyances limitantes. Et donc, du coup, j'ai fait plein de travail déjà pour prendre du recul sur mes pensées, sur mes croyances. Donc, j'ai fait du yoga, j'ai participé à des constellations familiales qui m'ont fait prendre conscience de plein d'aspects donc de mon comportement et aussi des blocages. J'ai commencé à faire de la méditation tous les jours. J'ai fait des soins énergétiques, j'ai fait aussi des séances d'acupressure, d'acupuncture, j'ai tout essayé. Et chacune de ces disciplines m'a aidé à sa manière. Donc, j'ai commencé à devenir passionnée de thérapie holistique. Après, j'ai connu donc des manières. Donc, j'ai déjà traité tout ce qui était un peu traumatisme lié donc à la famille, au système familial. Ça se traite avec le temps. J'ai commencé déjà à me préoccuper un peu de ces sujets. Après, eh ben, c'était justement à cette époque que j'ai décidé de travailler donc, dans ces domaines des thérapies holistiques, qui était le domaine un peu qui me passionnait le plus. Donc, j'ai fait déjà un pas vers la pratique. Et donc, j'ai connu encore plus plein de techniques. Donc, j'ai connu le traitement des traumatismes du passé, des techniques de thérapie brève, qui sont l'EFT, le MDR, desquelles on va parler tout à l'heure. J'ai fait donc le parcours par rapport à mes annales akashiques, donc voir un peu par rapport à quoi mes difficultés d'aujourd'hui étaient reliées aux difficultés donc, auxquelles j'avais fait face dans les vies passées.
Et du coup, ça m'a fait inquiéter également encore plus de la question future. Donc, s'il y a un lien entre mes vies passées et les difficultés que je suis en train auxquelles je suis en train de faire face aujourd'hui, c'est qu'il y a donc un fil conducteur. Et donc, j'ai commencé à me poser la question, comment je fais pour trouver ce fil conducteur? C'est quoi ce fil conducteur? Qu'est-ce que je vais faire après? Et donc, cette question que, étrangement, je ne m'étais jamais posée avant, ça a commencé à devenir hyper importante. Donc, j'ai fait plein d'exercices encore. J'ai fait des sessions d'écriture intuitive qui m'ont beaucoup aidée. Et également les annales akashiques. Donc, il y a eu vraiment le message que j'avais vraiment ce rôle d'accompagnement, de communication, d'aider les autres, chose que je faisais naturellement tous les jours, mais sans m'en apercevoir. Et donc, ça m'a un peu ouvert tout un univers. Et entre-temps, donc, comme j'avais commencé à travailler dans le domaine du développement personnel, donc je travaillais pour l'Académie de développement personnel et j'étais co-animatrice de plusieurs formations. Donc, entre-temps, j'avais également appris plusieurs choses. Donc, sur ce qui était l'énergétique, ce qui était les thérapies. Donc, en même temps, ça s'est défini plus clairement pour moi. Et avec l'écriture intuitive, ça s'est, disons, explicité. Donc, l'idée, c'était vraiment de continuer à aider les autres, mais d'en faire un peu un parcours de vie, donc un chemin de vie. Donc, l'idée, comme après, j'avais co-animé ce cursus sur l'énergétique et qui m'avait particulièrement passionnée. Donc, c'était avec toi. Je m'en souviens. C'était avec toi, donc ça m'a complètement passionnée, ça m'a ouvert tout un monde parce que j'ai toujours grandi dans une famille très très mathématique, très scientifique. Il y a des ingénieurs, des mathématiciens, donc il n'y a pas de place pour tout ce qui est ce qui n'est pas dans les lois de la physique. Donc je me suis ouverte à tout ça et j'ai expérimenté ce qui a fait complètement tout le sens pour moi. Donc, j'ai approfondi plein d'autres sujets liés à l'âme, le chemin de l'âme, les familles d'âme, les âmes sœurs, les flammes jumelles. J'ai approfondi les sujets de la lithothérapie, donc des pierres, des propriétés des pierres. J'ai commencé à les utiliser. Je suis partie au Brésil pour approfondir le sujet. Disons que ça a commencé avec un intérêt et c'est devenu une grande passion. J'ai commencé à m'informer. Et puis, du coup, on a animé une autre formation. Enfin, tu as proposé une formation que j'ai co-animée aussi sur la communication angélique et sur la communication avec les guides. Et ça m'a ouvert encore de plus en plus, disons que pas à pas, je me suis éloignée un peu des critères basiques mathématiques, scientifiques. Et je me suis ouverte, donc ressentie. Pour moi, c'était pas du tout spontané de me faire confiance. Disons que ça, c'est un peu le problème. On vit dans une société qui est très, très pour tout. Donc, il faut être basé sur les preuves matérielles, scientifiques. Même quand quelque chose réussit, on va devoir créer le brevet, on doit l'organiser et tout ça. Donc, on n'est pas habitué à nous faire confiance, à faire confiance à notre intuition, à faire confiance à notre capacité d'écoute et également à notre capacité d'aide. Donc, comme tu dis toujours, si on n'y croit, on ne croit pas qu'on peut aider l'autre personne et l'autre personne ne croit pas qu'elle peut guérir, c'est moins efficace. Les premiers ingrédients, c'est que les deux personnes, soit la personne qui donne les soins, elle croit à la possibilité de soigner et que l'autre, il croit à pouvoir guérir par ses moyens. Et pour moi, c'était la chose, paradoxalement, entre apprendre les techniques et tout ça, c'était la chose la plus difficile. C'était d'acquérir cette confiance en moi et cette capacité de me dire, mais oui, en fait, j'ai une réponse et cette réponse est la bonne. Il ne faut pas que je me pose 200 questions. En plus, je suis balance. Donc, pour toutes les questions, j'ai toujours une difficulté à me dire oui. Donc, je pense toujours, mais qu'est-ce qui serait arrivé si à la place, et si par contre, donc là, non, j'ai appris à me faire confiance, à me dire, en fait, l'intuition existe et
si j'ai des signes, donc si j'ai des signes, c'est que je dois me faire confiance et je vais me lancer jusqu'au bout. Et après, au pire, ce sera les autres personnes qui vont me dire si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Et donc, j'ai décidé enfin, bon, j'ai décidé de me lancer, mais avant de me lancer, j'ai quand même eu plein de doutes. Donc, du coup, j'ai commencé à demander des signes, à dire, bon, est-ce que vraiment je dois travailler, je dois me lancer dans ce domaine? Et dans la semaine suivante, j'ai reçu un ami argentin qui m'a écrit, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Il m'a écrit, je ne viens plus à Paris parce que l'ami avec qui je devais voyager est malade. Moi, je ne me souvenais plus qu'elle devait venir à Paris. Je ne savais pas qui c'était son ami. Je ne savais rien. Et du coup, je lui ai dit, donne-moi son contact, qu'on rentre en contact. Et je pense que je peux l'aider. Donc, je suis rentrée en contact. Et il y a d'autres personnes dans la même semaine, qui m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient un problème physique ou de maladie. Donc, ok, j'ai dit, ok, j'ai bien réussi les signes. On t'a envoyé les cobayes, quoi. Voilà, exactement, dans la semaine suivante. Et donc là, du coup, je me suis lancée parce que, disons que mon envie d'aider les autres a pris le dessus sur ma rationalité. Donc, ça s'est bien passé. Les trois personnes, elles ont été très contentes. Et il y a aussi une amie qui m'avait parlé donc, de l'énergie chez elle et qui n'allait pas. Donc, on a essayé de faire un nettoyage énergétique de son appartement et que ce qui s'est également bien passé. Donc, ça m'a rassuré. Dans le temps, ça m'a rassuré. Donc, avec les résultats des thérapies que j'avais suivies, plus ces signes, j'ai dit, OK, je peux me lancer. Tout va bien. C'est bon, le feu vert. Donc, aujourd'hui, je fais des séances énergétiques à distance. Donc, tout ce qui est, je vois le taux vibratoire de la personne actuelle, le taux potentiel, pour voir sur quoi on peut travailler, sur quel. Et après, je vois quels chakras sont déséquilibrés, je vois en quoi ça peut être lié, le sujet, ça peut être lié à la situation de vie de la personne ou au problème physique, ça dépend. Et après, ben, donc je fais des sessions de magnétisme. Et après, je parle avec la personne pour voir si donc ce que j'ai trouvé avec les mains correspond un peu à la problématique qu'elle est en train de vivre. Et après, donc, quand les chakras me semblent le plus équilibrés, donc peut-être des fois, j'ai de l'information comme quoi il faut faire d'autres séances. Donc, lorsque les séances sont terminées, je vois également quelles sont les pierres qui pourraient aider la personne à aller mieux. Et donc, des fois, je conseille les pierres. Des fois, si la personne est à proximité, j'en ai certaines. Donc, certaines, je peux les donner aussi. Donc, c'est tout un ensemble. Ça dépend vraiment de la situation. Et également, je peux suivre la personne lorsque je vois que son problème est lié aussi à une croyance. Donc, je fais des séances de thérapie brève pour les désensibiliser donc, de la détresse liée à des traumatismes du passé. Il y a des techniques que nous verrons après en pratique. Je vais les présenter. Et je voulais juste rajouter avant que donc j'ai commencé à faire cette thérapie et je me suis rappelé à un certain moment que dans ma séance, en relisant mon cahier d'écriture intuitive, qu'il y avait également cette mission de non seulement d'accompagner les gens, mais également d'être porte-parole, donc d'être dans la communication, porte-parole de l'unité entre les peuples, entre les gens, et également de la sororité entre femmes. Donc apparemment, dans certaines vies passées, j'ai été porte-parole des droits des femmes. Tu sais, parce que c'est avec toi aussi qu'on a fait des annales akashiques. Il y avait une histoire comme ça. Et donc, j'ai mis ça ensemble avec les preuves de la rupture que j'avais vécue, qui a été pour moi, c'était un moment vraiment dur parce que j'étais en blackout, mon cerveau il ne fonctionnait plus. Je n'arrivais à penser que à ça. J'avais des bons amis avec qui je pouvais parler, mais au bout d'un moment, je me disais, je vais toujours leur parler des mêmes choses. Je vais toujours leur répéter les mêmes choses. J'avais peur de les contacter parce que
je me disais, je vais être trop lourde, ils vont pas vouloir m'écouter et tout. Donc, j'ai vraiment ressenti beaucoup de solitude. Donc, j'ai décidé de lancer un programme d'accompagnement pour les personnes qui se trouvent dans cette situation. Donc, ça peut être, pour moi, c'était une rupture sentimentale, mais pour une autre personne, disons que la vie nous met face à plein de défis qui peuvent nous obliger à prendre du recul. Donc, ça peut être un accident, donc un problème physique, ça peut être plein de choses donc, qui nous créent un blackout, qui nous oblige à nous détacher du reste du monde. Et ce parcours, il veut être un accompagnement vraiment, un voyage à l'intérieur de soi pour reprendre l'estime de soi. Donc, il est composé en 3 parties. Il y a une partie donc, dans laquelle on parle des chakras, de l'énergie, comment elle circule. Une autre deuxième partie où on parle des croyances limitantes, donc de comment les éliminer ou réduire la détresse. Et une autre partie où on va, avec des méditations, donc renforcer le travail qu'on a fait sur la déprogrammation des croyances et la reprogrammation des croyances. Donc, dans la troisième partie, on va vraiment bien installer la confiance en soi avec des méditations et tout un parcours. Et également, à la fin, nous orienter sur comment concrètement on pourrait nous orienter sur nos aspirations profondes. D'accord. Okay. Donc, c'était j'étais vraiment inspirée pour ça. Et c'était comme si ça récomposait un peu tous les challenges auxquels j'ai fait face dans ma vie et aussi les capacités que j'avais envie de mettre à profit des gens. Donc, c'était un peu une mise en cohérence de tout. C'était un peu une nouvelle étape dans le chemin de vie, dans le chemin logique de l'âme. Donc, j'ai senti que c'était… Quand tu regardes, au final, tu te rends compte que la plupart des personnes qui se lancent à un moment donné, c'est parce qu'elles ont vécu elles-mêmes quelque chose qui fait que ça a tellement résonné en elles et compagnie, et que derrière, elles savent de quoi elles parlent, en fait. Donc, c'est ça la cohérence, ouais, tout à fait. C'est de se dire que tu as déjà vécu ça, tu sais par quoi tu es passé, tu sais qu'est-ce qui a marché pour toi. Donc, ça, c'est bien. Oui. Donc, j'ai senti que c'était vraiment la bonne chose à faire au bon moment. C'est comme les moments où tu te sens que, en fait, oui, c'est ça que je dois faire et tout devient, même les obstacles, ils deviennent simples. Donc, j'ai appris à faire le mixage du son, l'édition, j'ai appris à faire plein de choses. J'ai commencé à contacter toutes les personnes qu'il fallait contacter pour des choses, même parce que je fais de la musique aussi, mais jamais je n'avais osé me lancer dans l'édition des vidéos ou du son. Et là, comme là, j'étais à fond. Donc, j'ai appris à faire plein de choses en même temps et c'était naturel. C'était vraiment les moments où tu sais que tu es au bon endroit, au bon moment et il n'y a rien à dire, rien à faire. Autre chose, ouais. C'est ça. Donc, du coup, tu vas nous parler de l'EMDR, c'est ça? Oui, disons que je vais déjà faire un peu une introduction par rapport au traumatisme du passé. Et donc, je vais montrer un peu juste parler de deux types de thérapies brèves qui peuvent servir à se déprogrammer donc, de nos croyances limitantes, qui sont un peu celles qu'on a reçues de la famille ou des expériences du passé qui nous empêchent d'avancer. Et je vais donner 3 clés, donc comme la question de la confiance en soi, je pense qui est un peu universelle. Je pense qu'il n'y a pas une problématique qui est plus commune. Donc, même les personnes qui ont confiance en soi, elles peuvent avoir plus confiance en soi. Pas toujours besoin. Hein. Oui, voilà. Je pense que c'est… Donc, je vais donner quelques clés pour renforcer. Donc, on va faire une pratique. Je vais parler des techniques existantes. On va faire une pratique avec une technique, donc l'une des techniques. Et après, je vais vous donner juste 2 ou 3 autres idées qui peuvent renforcer encore les croyances positives qu'on va installer. Ça marche. Donc, en parlant de traumatisme, on peut dire qu'il y a plein d'origines. Donc, les blocages. On va commencer par les blocages. Et il y a des blocages que nous rencontrons dans notre vie de plein de types. Les causes, elles peuvent
elles peuvent être de plein de types différents. Ça peut être justement des choses on se trimballe de vie passée, donc auxquelles on doit faire face. Ça peut être des choses qui sont liées à notre système familial. Donc, c'est certains ancêtres qui ont eu certaines difficultés et nous, inconsciemment, on s'attribue, on décide de prendre la place de ces personnes et donc on fait face à des problèmes qui les concernent en vrai. Ou encore, ça peut être des traumatismes liés à la naissance. Donc, au moment de la naissance, par exemple, la séparation de la mère ou les naissances difficiles, il peut y avoir plein d'effets dans la vie présente. Mais les traumatismes desquels on va parler aujourd'hui, c'est les traumatismes du passé, c'est-à-dire à partir de l'enfance et jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un événement traumatisant? C'est un événement qui est pour nous très fort, très stressant. Donc, dans le cas de certains événements qui sont très stressants pour nous, ça peut être pour différentes raisons, ça dépend à quelle chose nous sommes sensibles. Imaginons, on assiste à un attentat. Ça, c'est vraiment un cas énorme. Mais il peut y avoir aussi des cas très simples, comme un professeur à l'école, c'est aussi un cas typique. Un professeur à l'école, un jour, il me crie dessus et il me dit que je ne comprends rien et je ne vais jamais réussir. Donc, ça peut être dans des échelles très différentes. Et il n'y a pas une règle selon laquelle un grand événement a un grand effet sur toutes les personnes et un petit événement a un petit effet. Ce n'est pas corrélé. Chacun de nous prend l'entité des dégâts, disons, peut varier de personne à personne. Donc, ces événements-là, un événement traumatisant est un événement pour lequel notre cerveau a l'impression de recevoir trop d'informations. Et donc, ces informations-là, elles arrivent tellement d'une manière très, très forte qu'elles sont stockées dans notre cerveau limbique. Notre cerveau est composé de certaines parties qui sont plutôt liées à l'inconscient, donc comme le cerveau limbique, l'hippocampe, les amygdales, qui gèrent la réaction dans l'urgence. Donc, par exemple, si on se trouve, on est en train de tomber dans un trou, on se tient, on va réagir. Notre corps, il va agir avant que nous, on se rende compte qu'on est en train de tomber. Et dans d'autres situations, nous allons plutôt utiliser notre cortex, donc c'est notre partie consciente, c'est-à-dire nous allons examiner la situation, donc on marche, et puis nous allons voir de loin un trou, et donc nous allons l'examiner. Est-ce que ça peut être un lieu où il y a des animaux qui vivent? Donc on va faire toute une analyse, et après on va voir si on peut passer ou pas. Donc dans le cas d'un traumatisme, cette analyse cognitive, elle n'a pas lieu. Toutes les informations, elles sont stockées immédiatement dans notre cerveau limbique. Ce cerveau-là est fait pour nous envoyer des réflexes rapides, c'est-à-dire il stimule d'abord la production d'une émotion, la création d'une émotion. Par exemple, dans le cas du trou, je vais avoir peur. Donc, cette émotion, les amygdales, elles vont stimuler la production d'adrénaline. Et cette adrénaline, elle va me permettre de carburer des graisses pour avoir plus d'énergie, donc je vais pouvoir me sortir rapidement. Ou alors pour des incendies, par exemple, comme quand on voit des personnes qui sont dans des incendies, elles courent très très vite. C'est notre corps qui passe directement donc, de l'événement à la réaction physique. Ça ne passe pas par une analyse cognitive. Ça, c'est positif parce que ça nous permet de survivre dans des situations d'urgence. Le côté négatif, c'est que dans la suite, ces informations restent stockées dans le cerveau limbique. Donc, quand on va avoir un stimuli qui nous rappelle de quelque manière l'événement, nous allons avoir la même réaction physique, de manière automatique, sans réfléchir. Nous ne savons pas les pensées qui nous passent par l'esprit. Nous ne prenons pas conscience de l'émotion que nous éprouvons et nous ne voyons que le comportement. C'est pour ça que, par exemple, dans le cas de l'école, du professeur d'école qui me crie dessus, ou du père ou de la mère dans l'enfance, et dès que quelqu'un il va me crier dessus ou il va augmenter le ton de la voix, je vais ressentir, par exemple, de la colère ou de la frustration, de la tristesse. Et donc, je peux avoir un comportement immédiat. Et je vais croire que je suis quelqu'un de timide, qui ne peut pas se lancer dans les défis, alors qu'en vrai, cette croyance est fausse et elle est juste dérivée d'une pensée automatique qui me passe à l'esprit à chaque fois que quelqu'un monte le ton de la voix.
Donc, en fait, les thérapies brèves servent exactement à ça, à prendre conscience des pensées qui nous traversent. Donc, lorsque nous avons des réactions qui ne sont pas en accord avec notre volonté. Par exemple, je fuis alors que j'aurais bien aimé rester calme et puis faire face au challenge que j'ai en face. Mais non, j'arrive pas parce que dès que la personne elle monte le ton de la voix, puis immédiatement j'ai besoin de m'enfuir. Donc, lorsque nous voyons des incohérences entre nos comportements et notre volonté, ou ce que nous souhaiterions vivre, ou de la manière dont nous souhaiterions réagir à certains stimuli externes, c'est que nous avons des croyances limitantes qui nous empêchent d'aller dans la direction dans laquelle nous voudrions aller. Donc, pour faire ça, on peut décomposer ces informations. Donc, l'exercice est de retrouver quelles sont les croyances limitantes, quelles sont les émotions qui se reproduisent en nous dans certaines circonstances, et si possible également de voir quelles sont les circonstances qui font que ces comportements se révèlent, et de travailler directement sur le corps pour pouvoir transférer toutes les informations qui sont restées accumulées dans notre cerveau limbique, les transférer dans notre néocortex, donc dans notre partie d'analyse cognitive, plus liée à la logique et à la raison. Et il y a deux types de thérapies brèves qui sont très efficaces et qui sont le EMDR et l'EFT. Donc, EMDR, c'est la désensibilisation par le mouvement des yeux. Et c'est une technique qui consiste à faire voyager donc, les informations à travers un mouvement bilatéral, un stimuli bilatéral. Classiquement, c'est un mouvement des yeux. Donc, latéral, il y a un thérapeute qui fait bouger le doigt pendant qu'on se rappelle de l'événement. Donc, on pense à l'événement, on reconstruit l'événement. D'abord, on donne une évaluation de notre niveau de détresse. Après, on fait le stimuli latéral qui peut être visuel, mais ça peut être également kinesthésique. Donc, on peut se tapoter si on le fait tout seul, parce que c'est difficile de se faire avec le doigt tout seul. Donc, c'est possible. Ou avec les enfants aussi, c'est très utilisé plutôt le tapotage. Ou alors, on peut unir les deux stimuli. Donc, je mets les mains sur les cuisses. Vous ne les voyez pas, mais donc, je tapote mes cuisses de manière alternée et entre-temps, je les regarde. Comme ça, j'unis les deux stimuli. Donc, cette manipulation n'est rien d'autre qu'un renforcement d'un mécanisme naturel que nous avons, donc toutes les nuits, dans notre sommeil paradoxal. Nous faisons des mouvements des yeux dans les deux directions. Et ce mouvement des yeux permet de stocker, donc de prendre de la distance, du recul par rapport à nos événements de la journée. Donc, c'est des mini-traumatismes, on peut dire. Chaque jour, nous faisons face à des difficultés différentes. Donc, chaque nuit, nous prenons ces informations et puis nous les mettons dans notre cerveau rationnel. C'est pour ça qu'on dit la nuit porte conseil. Le lendemain, quand on dort sur une situation complexe, le lendemain, on a toujours une vision plus claire. C'est pour ça que c'est très efficace. Et cette stimulation ne fait que renforcer ces mécanismes. Donc, pour certaines croyances, pour certaines images, plus croyances, plus pensées, que nous n'avons pas pu stocker dans notre cerveau rationnel, parce qu'il y en avait trop, en faisant cet exercice et en repensant, donc en réouvrant le champ de pensée relatif à l'événement, nous arrivons à stocker même les informations qui étaient restées dans notre cerveau limbique. Et l'EFT est un peu, c'est une technique très similaire, mais c'est un tapotage de points de méridien. Donc, cet tapotage, il sert aussi, pareil, pour faire restocker les pensées et les émotions dans notre cerveau rationnel, donc pour réduire notre détresse face à une émotion. Et c'est utilisable aussi quand nous n'avons pas en tête le souvenir de l'événement. Donc, il y a des fois où nous gardons uniquement, par exemple, l'anxiété ou la peur ou la réaction physique. Par exemple, l'enfant qui fait pipi au lit automatiquement et on ne sait plus à quel événement le reconduire. Donc, on peut partir de nos sensations du moment, nos émotions, donc débloquer les croyances négatives liées à cet événement, donc toutes les croyances négatives,
Et après, on peut faire aussi des sessions de MDR une fois qu'on a l'événement pour débloquer la mémoire liée à l'événement traumatisant. Je ne sais pas si c'était clair. D'accord. Si, moi, ça va. Donc, je pense que ça va être pour les autres aussi. Il n'y a pas de raison. Donc, si tu es d'accord, on peut faire une petite pratique, Oui, avec grand plaisir. par exemple, de MDR, qui est l'une des techniques les plus rapides et qui peuvent fonctionner très rapidement. Donc, le MDR, donc, ça veut dire désensibilisation par le mouvement des yeux, et ça a été proposé par Francine Chapiron. C'est pas moi qui l'ai inventé. J'étais juste à lui donner sa part sa grosse part de mérite. Donc, nous allons tout d'abord nous concentrer, donc décider sur quel événement on veut travailler. Je vais vous laisser juste quelques secondes pour y réfléchir. Un événement duquel vous vous souvenez, donc vous vous souvenez le lieu, les personnes qui étaient autour de vous, les sensations physiques, les sons, les odeurs, les pensées que vous avez eues. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux, de vous remettre dans la situation de l'événement traumatisant. Donc, quel était le lieu où vous étiez? Avec qui vous étiez? Qu'est-ce qu'il y avait autour de vous? Qu'est-ce qui se passait? S'il y avait des sons, des odeurs? Qu'est-ce que vous ressentiez? Quelles émotions? Peut-être des sensations physiques, des tensions. Donc, ouvrez les yeux un instant et essayez de dire quel est votre niveau de détresse par rapport à cet événement aujourd'hui. Disons que ça va être 7, par exemple. Bon, après, si la détresse est très, très haute, vous pouvez aussi vous faire accompagner par un thérapeute. Mais disons, la détresse aujourd'hui, elle est 7. Et je veux quand même essayer d'y travailler toute seule. Donc, je referme les yeux. Je me remets en situation. Donc, je me remets au lieu. Je revois donc les images, les lieux, les personnes qui sont autour de moi. Je reconstruis les sons, les odeurs. Je reconstruis les émotions que je ressens à l'intérieur de moi. Et je retrouve mes pensées. Maintenant, je vous invite à ouvrir les yeux et à regarder la plume. Respirez. Dans cette pause, les informations elles sont transférées de notre cerveau limbique à notre néocortex. Et nous allons maintenant repenser à l'image initiale de l'événement et voir, est-ce qu'elle nous crée la même sensation de détresse? Est-ce que l'image initiale a un peu changé? Est-ce que mes émotions ont changé? Ou le niveau d'intensité? Donc, normalement, à chaque fois qu'on fait cet exercice, on réévalue la détresse. Imaginons que, donc, au début, la détresse, elle était égale 7. Après cette prise de recul, la détresse est égale à 5. Donc, je vais refaire pareil. C'est très simple. C'est pour ça que c'est très simple. En fait, je ne dois faire rien d'autre que penser à l'événement traumatisant. Et quand j'arrive à me mettre bien dans le contexte, donc à visualiser les lieux, les images, les odeurs, donc essayons de faire encore une fois. Donc je me remets encore dans le contexte initial. Je refais
la scène devant moi. Donc les images, les sons, je revois les odeurs, je revois les personnes qui sont autour de moi. Je repense à mes émotions. Quelles étaient mes émotions et mes pensées? Est-ce que j'ai des tensions physiques dans certaines parties du corps? Je vous invite à réouvrir les yeux et à regarder encore la plume. Respirez. Donc, en repensant maintenant au moment traumatisant, quel est le niveau de détresse? Donc, normalement, il devrait avoir encore baissé. Des fois, on va prendre conscience de certains éléments de la scène desquels on n'avait pas conscience avant. Donc, on va en gros stocker, parce que le cerveau limbique, il a aussi la caractéristique de ne pas distinguer le présent du passé. Donc, lorsque nous voyons un stimuli similaire, nous avons l'impression que c'est en train d'arriver maintenant. Donc, on revit tout de la même manière, avec la même intensité. C'est pour ça qu'après les attentats, par exemple, beaucoup de personnes avaient gardé donc l'anxiété, elles ont recommencé à boire. Beaucoup de personnes ont eu plein de stress post-traumatique. Donc, ce type de thérapie peut aider vraiment à reprendre du recul de la situation, se dire que voilà, l'événement était bien vrai, mais c'est du passé et voilà, c'est du passé et nous ne sommes pas exposés tous les jours au même niveau de danger. Donc, c'est une technique qui est très utilisée maintenant pour déprogrammer suite à plein des viols, des agressions, des attentats. C'est largement utilisé. Et vous pouvez également, donc, à part, si vous n'avez pas quelqu'un qui a un objet devant vous, vous pouvez également tapoter. Donc, c'est assez pratique. Et en plus, une fois que disons, la détresse liée à l'événement initial est arrivée à zéro, imaginons que je n'ai plus aucune détresse par rapport à l'événement, je peux utiliser le même mécanisme pour reprogrammer mes pensées. Donc, imaginez les événements que j'ai envie de vivre dans le futur. Imaginez quelles vont être mes émotions dans ces contextes. Imaginez quelles vont être mes pensées. Donc, on va se mettre à la place de la réussite. On va imaginer dans notre tête l'événement que nous allons vivre. Donc, nous allons reprogrammer le cerveau avec la même méthode, avec des pensées positives, des idées positives. Donc, par exemple, si le professeur il a crié sur moi, et donc maintenant, dès que j'ai un challenge, je flippe, je ne sais plus quoi faire. Je me dis que je ne suis pas capable, je ne peux pas réussir et que je suis trop nulle. Donc, ça, c'est manque de confiance en soi basique. On l'a un peu tous, disons, sous forme différente. Donc, imaginons que, en fait, ce que je veux vivre maintenant, c'est de accepter un challenge, donc faire un nouveau travail. Jusque-là, j'étais, je sais pas, secrétaire et je veux travailler dans le théâtre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mais je n'ose pas bouger, je n'ose pas changer parce que j'ai toutes les croyances qui m'ont été communiquées. Et en plus, j'ai ce traumatisme. Ce prof, il m'a dit que je suis nulle et que je ne pourrais jamais réussir. Donc, c'est sûr que je ne pourrais pas réussir. Donc, en fait, avec cette visualisation, on va déprogrammer, non seulement déprogrammer l'idée du fait qu'on ne peut pas réussir, mais on va reprogrammer. Donc, on va tout d'abord évaluer le niveau d'acceptation de l'affirmation. Par exemple, je vais devenir actrice et je vais faire des spectacles de théâtre et je serai sur scène et je serai entourée d'acteurs et puis je sentirai l'odeur de la fumée des effets spéciaux du théâtre et tout le monde va être content. Moi, je vais être hyper rayonnante. Le public, elle va être content. Donc, ça, c'est mon objectif.
quel est mon niveau actuel d'acceptation de cette affirmation. Donc, le moment, généralement, quand on a des croyances négatives, ben, on a du mal quand on a du mal à se lancer, on va se dire, ben, ok, je le dis, je voudrais être actrice, mais je ne fais rien pour attendre parce que je n'y crois pas. Je me dis, en fait, je vais devoir faire tellement de choses avant de devenir actrice, je ne vais même pas y penser. Je ne vais même pas commencer à faire le premier pas. Et alors qu'avec cette technique, on peut simplement fermer les yeux. Bon, je ne sais pas si tous vous voulez devenir acteur, actrice, mais imaginez, c'était vraiment le cas exceptionnel. Mais donc, visualiser son rêve, visualiser l'image de son rêve. Tout d'abord, à évaluer son niveau d'accord avec son rêve. Est-ce que je pense pouvoir l'atteindre un jour? Donc, où est-ce que je suis? Avec qui je me trouve? Quels sont les lieux? Quelles sont les pensées qui me traversent l'esprit? Quelles sont les émotions que je ressens? Comment est mon corps? Donc, je vais réouvrir les yeux et regarder la pluie. Je vais faire encore une pause. Je vais rouvrir les yeux. Je vais réévaluer mon niveau d'accord avec ce nouveau scénario que j'ai dans la tête. Donc, je ne vais pas le refaire encore, mais la technique est toujours la même. À chaque fois, on devient plus en accord avec nos idées, nos objectifs futurs et nos rêves. Bien sûr, il faut d'abord prendre un moment de recul pour savoir qu'est-ce que nous voulons attendre. Parce que du coup, on ne nous apprend pas à nous poser la question. On nous apprend souvent à suivre le cours des événements, à courir et puis pédaler sans regarder le GPS. Et puis, à un certain moment, on va arriver, oups, mais en fait, c'est pas là que je voulais venir. Bon, bah voilà, maintenant je reste, je fais mon pique-nique ici. Mais en vrai, peut-être que j'avais en tête tout autre endroit pour faire mon pique-nique. Donc, si on ne se concentre pas sur l'objectif, déjà, c'est important de savoir où on veut aller pour savoir quels sont les challenges auxquels on doit faire face. Et là, le but, en fait, c'est on peut, du coup, par rapport au traumatisme, on va faire descendre justement ce degré. Là, on peut l'augmenter à chaque fois. C'est-à-dire, on peut commencer à aller au niveau confiance. Là, je me vois, je suis à 3, je recommence, je suis à 5, Exactement. je recommence, je suis à 7, etc. Exactement. Et c'est simple parce que après, donc, le stimuli, mais on peut faire le tapotement aussi. À chaque fois, nous aurons un niveau de confiance toujours plus élevé. Et à la fin, nous sommes susceptibles d'élever également nos objectifs. Donc, le scénario que je peux imaginer aujourd'hui, peut-être que, bon, voilà, si j'ai jamais fait du théâtre et que mon rêve c'est de faire du théâtre, je reviens toujours à la même image, bah, je vais m'imaginer déjà peut-être dans un cours de théâtre. Après, au fur et à mesure, donc je vais commencer à agir pour atteindre mon objectif. Parce qu'il est vrai qu'à chaque fois, on se dit, ah là là, c'est trop difficile, je vais jamais réussir, donc je fais rien. Je ne fais même pas un petit pas à la réalisation de mon objectif. Alors que si je me dis, en fait, si, c'est possible, bon, bah, je vais mettre 10 ans peut-être. Ok, bah, je vais mettre 10 ans, mais je commence à faire un cours de théâtre. Donc d'abord, on aura le scénario du cours de théâtre. Alors, je fais le cours de théâtre, je suis entourée par les autres élèves et j'arrive à faire un petit monologue de 2 minutes. Une fois que j'ai le courage de faire ça, donc je passe à l'action, je vais aller dans mon cours de théâtre et puis mon scénario, il va devenir carrément, je vais être sur une scène, quoi. Donc en fait, on peut augmenter le niveau des rêves, ça peut augmenter Et à à la fin, l'illimité. tu finis avec ton César dans les mains. Voilà. Ben, c'est exactement comme ça, des fois, quand la réalité dépasse l'imagination. C'est souvent le cas, l'objectif qu'on croit pouvoir se poser aujourd'hui. Enfin, peut-être on peut penser au passé. Dans le passé, est-ce qu'on n'aurait jamais imaginé arriver à quelque chose qu'on a fait et que ça a dépassé nos attentes?
On n'aurait jamais imaginé au début. Je n'aurais jamais imaginé même de venir en France un jour. Et puis un jour, bah, il y a l'événement et puis on commence à se lancer, on commence à partir, on commence à avoir de plus en plus de... C'est ça. En fait, il faut juste commencer à faire un petit pas. Et puis après, tout se met en place. Exactement. C'est un beau voyage, hein. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on voit que ça marche, on ne s'arrête plus. On sait qu'on peut toujours s'améliorer. Ben là, oui, hein. C'est un exercice au final qui est assez simple aussi. Donc, c'est chouette de se dire que voilà, on peut déprogrammer beaucoup de choses et on peut reprogrammer ben, d'autres choses en bien mieux. Donc, c'est chouette. Exactement. On peut arrêter de se plaindre comme quoi, bah non, en fait, moi je suis comme ça parce que un jour j'ai eu un traumatisme et puis je vais rester toujours comme ça parce que voilà, j'ai eu un père autoritaire. Non, en fait, c'est justement une méthode pour pouvoir sortir un peu du triangle classique victime, persécuteur, sauveur. Mm. Se dire en fait, ok, bah le passé c'est le passé. C'est pas parce que mon passé a été difficile. Bien sûr, il y a des événements qui sont plus difficiles à surmonter, mais de tout, on peut se détacher, au moins se dire que c'est le passé et que le futur, il peut être différent. Ça, c'est une réalité, personne ne peut la contredire. Mm. C'est bien vrai. Et une fois qu'on a fait disons, ces exercices pour augmenter la confiance en soi, il peut y avoir d'autres techniques qui peuvent encore la renforcer. Ça peut être, par exemple, les mantras. Donc, par exemple, si mon problème, du coup, c'est que je ne crois pas en moi, je crois être nulle parce que mon prof, il l'a toujours écrit sur moi et je ne crois pas pouvoir avancer. Je peux me créer un mantra. Donc, qu'est-ce qui est un mantra? C'est une phrase courte, relativement courte et positive qui parle de moi au présent, de la manière dont je souhaiterais être. Donc, par exemple, aujourd'hui, ben, j'ai du mal à me lancer dans les challenges et à faire face aux challenges parce que je perds complètement la raison. Donc, mon mantra, ça va être, j'accepte les challenges, je sors de ma zone de confort et j'essaie de faire tous les jours mieux. Bon, je l'ai inventé maintenant. Chacun aura en fait les mots qui lui parleront. Donc, ces mantras, par exemple, ça peut être, bah, je me lance, je me réjouis de mes succès et je considère mes échecs comme des apprentissages. Ça, c'est un de mes mantras qui ont fait que sur plein de choses, je me suis quand même lancée, même si j'étais pas sûre de réussir, mais dans tous les cas, je me suis dit au pire, ce sera un apprentissage. Ça, c'est un bon mantra aussi. Donc, vous l'écrivez, vous le mettez sur un papier, vous l'accrochez dans un lieu où vous le voyez tout le temps, dans la cuisine, quand vous faites votre café, dans la chambre, dans les toilettes. Et également, une autre technique qui est intéressante, c'est le cahier à compliments. Donc, vous prenez un petit cahier, vous le mettez dans votre poche et vous l'amenez toujours avec vous. Et dès que quelqu'un il vous fait un compliment, eh ben, vous le notez. Vous notez le jour, puis le compliment, et puis la personne qui vous l'a fait. Donc, vous continuez pendant, disons, un mois, 2 semaines même. Quand vous avez un moment de détresse ou de manque de confiance, vous réouvrez votre cahier à compliments et vous allez voir que vous avez reçu plein de compliments que vous n'avez jamais calculés, vous n'avez jamais fait attention. En fait, il y a des qualités que les gens vous reconnaissent et il y a plein de belles choses que vous faites, mais vous ne les regardez pas parce que vous êtes tellement occupé à vous préoccuper de l'autre qui vous a dit que vous avez un tel défaut ou tel défaut. Donc, en fait, on n'a tellement pas confiance en nous, on est tellement préoccupé de nos défauts et que les autres, ils ne les voient pas ou qu'ils puissent nous empêcher d'avoir ce qu'on veut, qu'on ne se rend même pas compte qu'on a des qualités. Donc, le cahier à compliments, ça m'est arrivé personnellement de le faire et j'étais surprise. Je dis, ouais, bon, en fait, ouais, ok. Ouais. Ah, mais c'est vrai, dans la mentalité d'aujourd'hui, on a tendance quand même plus à se focaliser sur le négatif que sur le positif. Donc, même un compliment, limite, on va même pas le prendre pour soi parce que ben, on n'en a tellement pas l'habitude que d'un seul coup, on va se dire, ben, enfin non, c'est pas possible, quoi. Allez, on passe à autre chose. C'est clair. On n'est pas habitué à raisonner comme ça, mais une fois qu'on une fois que ça devient un automatisme,
c'est pareil, on ne peut plus le stopper, quoi. Ça devient un réflexe, ça devient pratique, facile, rapide. Écoute, c'est super. Merci pour toutes ces pépites que tu nous as apportées aujourd'hui. Est-ce que tu as un dernier point, un dernier conseil, un dernier petit truc que tu aurais envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui? Je vais résumer mon mantra. Lancez-vous. Il n'y a pas de... Ça ne peut pas être pire. Lancez-vous. Mettez-vous face à vos pensées négatives, à vos croyances limitantes. Avancez. Euh, Même si vous faites des erreurs, ce sera des apprentissages. Vous pouvez réorienter. La vérité d'aujourd'hui n'est jamais égale à celle de demain. Mais celle d'aujourd'hui est importante aussi. Et ça ne sert à rien de rester toute une vie et se retrouver 10 ans après avec le même rêve irréalisé et toujours aucune action d'accompli. Alors que 10 ans aurait suffi pour faire plein de petits pas pour s'approcher à la réalisation de son rêve. Donc lancez-vous. C'est le seul message. Donc, lancez-vous. Écoute, je te remercie, Lisa. Et puis, je vous dis à demain pour une autre femme, un autre jour. Salut, Lisa. Merci à toi. Ciao. Ciao.